Attendez, c'est ça. Donc, un peu, vous donner un peu un contexte de quoi, à quoi je fais référence quand je parle de simulation de procédés industriels. Euh, Peut-être les deux buts que je me suis fixé aujourd'hui sur l'information que je voulais partager avec vous. Donc, d'une part, comment le travail de simulation de procédés industriels expose des beaux défis en termes de méthodes numériques et comment, dans un deuxième temps, on a réussi à résoudre ces défis-là en faisant de la recherche de méthodes numériques, en introduisant différentes stratégies de résolution pour permettre des solutions efficaces, aussi efficaces que possible de ces problèmes. Donc, la présentation, en fait, je vais utiliser deux exemples comme support à ce propos-là. Un exemple relativement simple qui peut peut-être cacher des petites subtilités. Un exemple sur la solidification d'aluminium, par exemple, d'un piston de voiture. Un deuxième exemple qui est un exemple un peu plus, en guillemets, costaud, sur le roulage par compression d'un polymère qui est chargé de feu. Donc, la raison de la présentation, essentiellement, je vais vous présenter les équations de conservation pour chacun des cas. Un exemple d'équation constitutive qu'on va résoudre. Et puis, un petit résumé sur les méthodes numériques qui sont à la base de la résolution de ces équations-là. Et on va passer à travers ces deux exemples-là, les uns après les autres, où je vais vous montrer différents types de défis et les solutions qu'on a appliquées. Et puis après ça, on va arriver avec des conclusions. Et si vous avez des questions, ben, ça va me faire plaisir de vous répondre à ces questions-là. Donc, quand on parle de procédés de mise en forme ou de procédés industriels, euh, on parle à peu près toujours de problèmes tridimensionnels qui vont impliquer différentes physiques. Donc, par exemple, l'image ici à gauche, c'est de la simulation dans un bain de galvanisation. Donc, c'est du zinc à l'état liquide, dans lequel, en jaune, ce que vous voyez, c'est une feuille qui se déroule autour d'un rouleau. C'est le procédé qui sert à galvaniser toutes les tôles que vous voyez sur le marché. Et dans ce genre de simulation-là, ce qu'on vous allez retrouver comme équation, c'est du Navier-Stokes turbulent, c'est du transfert de chaleur, et c'est aussi des équations de concentration des différentes constituantes du mélange fondu, donc du zinc, de l'aluminium, du fer, ainsi de suite. Donc ça vous donne une idée de la complexité du genre de procédés sur lesquels on travaille, une idée de la complexité des géométries, et le fait que à peu près toujours, on va travailler sur des problèmes en régime trans-3. Donc, on va avoir à peu près toujours des intégrations dans le temps. Tous ces phénomènes-là sont des phénomènes trans-3. Donc, on va devoir travailler avec des intégrations dans le temps. Les deux autres images que vous voyez en bas à gauche et à droite, ben, c'est que aussi, la plupart du temps, on va parler de remplissage de moule. On va faire, on va devoir faire du suivi de face libre et du suivi d'interface. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais sachez qu'on va utiliser des méthodes de type courbe de niveau pour traiter ces trucs-là. Et l'autre élément dans lequel on va être souvent confronté, c'est des problèmes dans lesquels on va devoir travailler sur des géométries qui ont des variations à plusieurs échelles. Donc, par exemple, ici, euh, un moule de matrissage qui va venir matricer des structures de l'ordre de 10 à 50 microns, alors que la matrice serait 200 mm. Donc, on va couvrir environ 3 ordres de grandeur. Donc, ça peut aussi causer un certain nombre de problèmes et de défis. Pour donner une idée du genre de situation sur lesquelles on travaille et qui nous intéresse. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est vous exposer comment le travail de modéliser ces procédés-là fait qu'on arrive à des limites ou des problèmes avec les méthodes numériques actuelles ou
méthode numérique classique qu'on va retrouver dans la littérature. Et puis, je vais partager aussi avec vous un certain nombre de trucs, d'astuces ou de stratégies qu'on utilise maintenant sur une base assez quotidienne pour passer par-dessus ce qui était des problèmes qui maintenant dans son. Donc, les dont je vous parlais, le procédé à gauche, on parle de problème de solidification. Donc, vous voyez ce que vous voyez ici à gauche, l'image, c'est un piston de voiture tel que produit après le moulage dans un moule permanent. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous êtes capable de voir mon curseur. Donc, vous avez à droite ce qu'on appelle la descente de coulée, donc espèce de partie conique qui va amener le liquide en bas à droite. Et vous avez ici ce qu'on appelle des maslottes. Les deux maslottes qui sont des réservoirs de solidification et la pièce qui est au milieu qui va être machinée. On va regarder seulement que l'aspect transfert de chaleur de ce morceau-là. On va faire une modélisation relativement simple avec le modèle macroscopique le plus simple possible. Et on va voir comment ça se passe. Et à la droite, le deuxième exemple sur lequel on va piocher un peu, c'est un problème de moulage par compression. Donc, c'est un polymère qui est chargé de fibres qu'on met dans un moule. Et puis, quand on ferme le moule, on vient remplir la pièce. Donc, on va regarder ça aussi. Si on met ça en termes d'équation différentielle, en guillemets classique, du côté gauche en solidification, on va avoir une équation différentielle qui est connue, l'équation de conservation d'énergie, l'équation scalaire. Et du côté droit, eh bien là, on va avoir en moulage par compression, si on regarde seulement que la phase de remplissage, devoir coupler 5 équations différentielles, résoudre et coupler 5 équations différentielles. Donc, dans un premier temps, on a une équation différentielle qui va dicter les mouvements relatifs entre les pièces du moule vont déformer le maillage. On va avoir nos équations de conservation de masse et de mouvement, nos équations de Navier-Stokes, finalement. On va utiliser un modèle constitutif qu'on appelle un modèle d'orientation de fibres qui va nous indiquer comment les fibres, qui sont comme des petits bâtonnets dans la charge, vont se déplacer puis vont s'orienter en fonction de l'écoulement. Donc, ça vous donne une équation ici, qui est une équation tensorielle. Donc, le AIG est un tenseur d'ordre 2, symétrique, défini semi-positif. On a encore notre équation d'énergie et on a aussi une équation de suivi de front pour faire le suivi de la surface. Donc, c'est nos deux systèmes avec lesquels aujourd'hui je voulais vous présenter, qu'on va étudier. On va regarder le genre de défis qu'on peut rencontrer en travaillant sur ces systèmes. Donc, ces équations-là, on va les résoudre essentiellement aujourd'hui avec la méthode des éléments finis. Et puis, on peut me demander pourquoi vous faites encore des éléments finis, c'est une vieille méthode. Je vous dirais que la méthode des éléments finis, dans notre contexte, on l'aime beaucoup parce qu'elle s'applique à une vaste plage de problèmes qui sont décrits par des équations différentielles. Donc, la plupart des modèles qu'on va résoudre en fabrication ou en modélisation de procédés peuvent être décrits par des équations différentielles. La méthode des éléments finis, d'une part, est supportée par une théorie assez solide, une théorie d'interpolation. Vous pouvez penser à l'axe Milgram, une existence de solution. Vous pouvez penser à Babouchka-Brézy qui nous dit quel genre d'éléments on devrait utiliser. On connaît les taux de convergence et ainsi de suite. D'autre part, on a quand même beaucoup de flexibilité avec les éléments finis, si ce n'est que du point de vue géométrique. Donc, on peut utiliser des maillages non structurés. On peut faire du raffinement localisé dans les endroits où les choses intéressantes se passent.
En 2020, on a résolu une bonne partie de nos problèmes de stabilité et de formulation. Et je vous dirais que la méthode des éléments finis, en la programmant correctement, ça peut nous donner un cadre et un framework numérique et qui est peut-être pas universel, mais qui est applicable à une vaste gamme de procédés. Et donc, à travers ça, on est capable de venir attaquer une gamme de problèmes où les physiques vont changer, les équations vont être différentes, on va changer les conditions limites, on peut changer les modèles de matériaux et adapter à chacun des problèmes une solution spécifique en combinant nos différentes méthodes, nos différentes approches. Donc, aujourd'hui, tous les calculs que je vais vous montrer ont été faits à travers cette plateforme numérique-là qui est le code développé au CNRC. C'est un code d'éléments finis, parallèle, fonctionne sur des clusters, qui est capable de faire de la décomposition de domaines. Essentiellement, toutes les équations, on va les résoudre comme s'ils étaient non linéaires. On va supposer que toutes les équations sont linéaires. Vous direz que c'est une supposition qui est très facile à faire. On fait à peu près jamais de problème linéaire. Donc, toutes les méthodes, toutes les équations qu'on va résoudre, on va les résoudre à travers une méthode de Newton et des jacobiens numériques. On va revenir un petit peu là-dessus. La plupart du temps, des systèmes comme celui qu'on avait à droite, où il y avait 4 ou 5 équations, on va les résoudre sur une base itérative, équation par équation. Donc, ça fonctionne relativement bien. Et puis, on a différents schémas d'intégration dans le temps qui sont implantés dans ça. Parmi les motivations du CNRC à développer cet outil-là, je vous dirais que la plupart des problèmes sur lesquels on travaille, il n'existe pas de solution commerciale. Les solutions commerciales ne remplissent pas les besoins. Et donc, on doit être capable d'avoir la flexibilité d'adapter la physique, les problèmes à ce qu'on veut faire. Donc, on a pris des décisions de design dans le développement de cette plateforme-là qui facilitent le développement de nos résoluteurs, qui sont capables de cacher la complexité du calcul parallèle dans des objets bas niveau. Donc, les chercheurs, on n'a pas à se casser la tête bien souvent sur comment que les données sont distribuées. On a aussi des designs qui sont orientés objets qui nous permettent de prendre des équations, les ajouter, jouer avec et puis les combiner d'une façon relativement efficace. Donc en gros, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de surprise dans ça. Ça vous donne une idée avec quoi les calculs que je vais vous montrer ont été faits. Donc, si on regarde nos systèmes d'équations tels que décrit CEO, on va trouver d'ores et déjà un certain nombre de sources de non-linéarité. Donc, il y a des sources de non-linéarité qui sont très classiques, les termes de convection dans l'équation de mouvement, par exemple. Vous voyez mon curseur qu'on retrouve ici ou qu'on retrouve là. Vous avez, quand vous travaillez avec des polymères, par exemple, des termes de dissipation visqueuse qui combinent des viscosités non linéaires avec des cisaillements carrés. Vous avez aussi des termes non linéaires dans certains termes sources, par exemple ici, dans les équations d'orientation de fil. Donc, en général, c'est des sources de non-linéarité qui sont relativement connues qui nous sont en pleine face et c'est assez documenté comment traiter ces sources de non-linéarité. Dans un contexte de modélisation de procédés avec des matériaux qui proviennent de l'industrie, mais on a aussi d'autres sources de non-linéarité qui vont venir se cacher dans ce que souvent on pourrait considérer des constantes. Donc ici, par exemple, la viscosité pour un polymère n'est pas une constante. C'est une fonction de la température, une fonction des taux de cisaillement, ça peut être une fonction de la pression. Même chose, par exemple, les chaleurs spécifiques ici. À partir du moment où on va commencer à parler de solidification, on va voir que ce terme-là n'est plus une constante. Si on fait des recherches dans les Materials Handbook, on va se rendre compte que les conductivités thermiques ne sont pas des constantes non plus. Donc, on a une deuxième source de non-linéarité.
par exemple, si on prend juste des lois constitutives ou des mesures expérimentales qui proviennent, entre autres, d'un polycarbonate là, assez commun, ben, on se rend compte que, par exemple, ici à votre le volume spécifique varie avec la température. Donc, quand vous allez une température, le volume spécifique va passer de 0,88 à 0,83. Bon, petite variation. Vous allez regarder vos viscosités. C'est un petit peu différent parce qu'on est sur des échelles log-log. On va se rendre compte que la viscosité va chuter dramatiquement au fur et à mesure que le canal et tous ces éléments vont augmenter. Vous avez des chutes de température de 1 voire 2 ordres de grandeur. Et vous avez en plus une dépendance en température sur la viscosité. Donc ça, c'est très important là, pour le calcul, la prédiction des pressions, des pertes de charge dans ces problèmes-là. C'est une physique qu'on ne peut pas ignorer. On aura aussi des variations au niveau de la chaleur spécifique. Donc ça, c'est des données expérimentales au niveau de la chaleur spécifique qui sont mesurées sur un appareil qui s'appelle un DSC. Et ce que vous voyez dans ça, c'est un peu la chaleur, comment la chaleur par degré C varie en fonction du changement de phase qui va se produire typiquement dans ces régions-là. Donc ça aussi, il va falloir en tenir compte. Donc, on va combiner tout ça. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. Comment on va résoudre ça? On va évidemment faire la méthode des éléments finis, comme on l'a déjà dit. Donc, on va prendre notre équation différentielle, CP de T, dt, dt, ainsi de suite. On multiplie par une fonction test. On intègre le terme quadratique par partie et on a notre formulation élément fini. Après ça, ben, on vient venir discrétiser. Le point important ici, je veux porter votre attention, c'est qu'on peut écrire tout ça sous une forme de résidu. On peut dire cette équation, on va l'écrire sous une forme de résidu. Et ce résidu-là, on va le retrouver quand on va venir faire la linéarisation ou le calcul non linéaire de ces équations-là. Donc, toutes les équations, toutes les formes faibles que je vais vous montrer, en réalité, c'est programmé comme ça en forme de résidu. Donc, et la raison pour laquelle on les programme en forme de résidu, c'est que on va utiliser la méthode de Newton pour résoudre les non-linéarités. Donc, la première chose qui nous intéresse dans la méthode de Newton, ça va être le calcul du jacobien. Et si on regarde les équations, on a beaucoup de sources de non-linéarité. Et ça nous tente pas toujours, je vous dirais, de trouver toutes ces dérivées-là à la main. Les dérivées en chaîne sur ces équations-là, ça peut rapidement devenir interminable. On est un peu paresseux et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un truc qui s'appelle le jacobien numérique. Essentiellement, on fait une différence finie par colonne au niveau des systèmes élémentaires. Et ce qu'on résout, on le résout avec les formes de récursion avec la méthode de Newton. Donc finalement, à chaque itération de Newton, de chacun des pas de temps, de chacune des équations, on va venir résoudre les deux dernières lignes qu'il y a là, à savoir un système avec un jacobien numérique, J de R, une correction delta U est égale à moins le résidu. Et puis on va venir itérer comme ça. Donc, ça vous donne un cadre, le contexte. Je vous dirais que mon expérience avec ces méthodes-là, c'est que c'est très pratique et très intéressant à avoir dans son coffre d'outils parce qu'on peut rapidement changer de modèle différentiel, changer d'équation sans avoir à s'embarquer dans une semaine de différenciation analytique des résidus. Donc, on va revenir à notre exemple. Notre exemple le plus facile, je vous dirais, c'est l'édification dans un piston. On va regarder nos équations différentielles. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu ce qu'on cherchait à faire à l'origine dans ce problème-là. Donc, on avait un piston comme celui-là à gauche. Et ces réservoirs-là, voyez-vous le point rouge? J'imagine que oui. C'est ce qu'on appelle les masses-là de ces réservoirs. C'est en fait des réservoirs qui servent à compenser le retrait de la matière due à la solidification. Donc, quand ça solidifie l'aluminium, à l'état solide, le volume spécifique est plus faible qu'à l'état liquide et il y a une rétraction qui va se passer.
Ce qu'on veut surtout, c'est que la rétraction apparaisse dans les massettes et non pas dans la pièce. Or, dans ce cas-ci, ce qu'on se rend compte, c'est que la rétraction s'est passée juste ici en haut du trou pour la bielle, dans cette région-là ici. Donc, le but, en gros, de ces études-là de solidification, c'est de vérifier si le refroidissement de la pièce dans le moule va se faire d'une façon à éviter ce genre de pièces-là qui vont être en fait des rejets. Donc, on revient à nos équations différentielles. On a notre équation de conservation d'énergie ici. On a un domaine oméga, une belle patatoïde, des conditions limites, des conditions initiales, des conditions limites directes à gauche, des conditions Neumann à droite. On prend notre petit textbook, on prend une méthode de Galerkin et on dit on va résoudre ça par Galerkin, on discrétise, multiplie, discrétise, ainsi de suite. Et ça, c'est l'équation qu'on obtient. Et là, on fait notre calcul. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se rendre compte que. Voyons, on va se rendre compte qu'on va faire un problème unidimensionnel pour se valider. Donc, un petit solide semi-infini, une température initiale de 0. Gauche, on va venir mettre une température initiale de 1, condition à gauche de 0, et on regarde comment notre champ de température va évoluer. On connaît la solution analytique là-dessus. Et donc, on fait ce calcul-là. Et première chose qu'on va se rendre compte, c'est que pour des petits pas de temps, au début, lorsque la température froide va se propager dans notre solide semi-infini, on va observer des oscillations dans nos champs de température au niveau des premiers pas de temps. Si on attend suffisamment longtemps, on continue le calcul suffisamment longtemps, on se rend compte que Galerkin retombe sur la solution analytique. C'est dû au fait que si vous regardez ici la ligne pleine, la solution analytique est loin d'être représentable par nos fonctions de base qui sont des fonctions de base linéaires. Vous voyez ici la solution analytique, les fonctions de base sont linéaires. C'est difficile de venir approximer ça avec une droite, d'une part. Donc, à partir du moment où on travaille avec des maillages qui sont un peu grossiers et puis qu'on a des pas de temps un peu petits, que les solutions ne peuvent pas être représentées suffisamment bien, comme on dit il y a une seconde, et bien là, on voit l'apparition d'oscillations dans nos solutions. On peut pas dire que c'est pas très grave, mais dans le cas où on commence à travailler avec des matériaux qui ont des comportements non linéaires et qui ont peut-être des variations importantes de propriétés. Là, ce comportement-là avec des oscillations de 20% peut être problématique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur ça. On est allé voir la littérature, on a développé des formulations, entre autres. Et ici, ce que je vous présente, c'est un élément de solution, c'est la formulation stabilisée Gradient Galerkin Least Square ou GGLS. Donc, j'ai donné les références. En gros, ce que GGLS fait, c'est que, d'une part, on récupère la forme faible de la formulation de Galerkin ici, mais on a un terme élément par élément de stabilisation qui fait intervenir les gradients de la forme forte et les gradients de la fonction texte. Donc, vous pouvez aller voir ces références-là si vous êtes intéressé. Je vais partager avec Christophe un PDF de la présentation. Vous allez pouvoir avoir accès à ça. Donc, cette formulation-là a un certain nombre d'avantages, entre autres, elle force un peu plus de régularité dans la solution. Et le petit désavantage, elle est un petit peu plus diffusive. Et quand on utilise cette formulation-là, voici le genre de résultat qu'on obtient. C'est la petite ligne pointillée ici que vous aviez peut-être remarqué il y a 2 acétates. Donc, on a ici la solution calculée par GGLS. Donc, on voit que la solution est beaucoup plus monotone que la solution avec Galerkin. On voit qu'elle se comporte relativement bien, et qu'à peut-être à une seconde, on n'est pas exactement aussi bon que Galerkin, mais pas si mauvais non plus.
Et donc, ça pour vous dire que quand on va faire nos calculs de transfert de chaleur, parce qu'on a des potents qui vont être dans, dans cette région-là, des petits potents et pour lesquels la résolution de nos images éléments finis ne sont pas toujours aussi raffinées qu'on voudrait, on va utiliser des formulations comme celle-là. Donc, c'est pratiquement devenu le standard qu'on fait du transfert de chaleur. Bon. L'autre chose, c'est on se dit qu'on va faire de l'aluminium. On va sortir un tableau de propriété de l'aluminium. Et là, on va se rendre compte que euh, on a une région de température entre la température du solidus et du liquidus, en fait. Donc, le solidus, c'est la température en bas de laquelle toute la matière va être solidifiée. Le liquidus, c'est la température au-delà de laquelle on va retrouver seulement de la phase liquide. Et entre ces deux températures-là, on va être dans un état un peu ce qu'on va appeler mushy zone. Donc, une région où vont coexister du liquide, du solide, parce que c'est en solidification, le solide va progresser de plus en plus en termes de volume. Ce faisant, va libérer ce qu'on appelle une chaleur latente de solidification. Donc, c'est un phénomène qui est bien connu. D'un point de vue numérique, les modèles les plus simples pour implanter ça, c'est qu'on va retrouver, donc c'est ce qu'on appelle les modèles de chaleur spécifique apparent. Ils peuvent s'écrire comme ça. Donc, on dit la chaleur spécifique d'un point de vue macroscopique peut être décrite comme une chaleur de référence, un CP constant, moins L, la chaleur latente, fois la variation de la fraction solide à l'intérieur de la région pâteuse. Bon. Il existe plusieurs modèles pour les fractions solides. Le modèle le plus simple, c'est un modèle linéaire. Quand on met ça sur un graphique, on voit quand même ici des choses qui devraient vous mettre plus à l'oreille, des sauts importants au niveau de la propriété de la chaleur spécifique. Et, et ça peut, d'un point de vue numérique, causer des problèmes. Donc, on va l'essayer. On prend notre équation d'énergie, on la réécrit sous la forme faible. Vous remarquerez la différence avec ce qu'on avait tantôt, la chaleur spécifique ici qui est écrite au temps n, qui est évaluée au temps n. Et on va mettre ça dans nos méthodes de Newton et on va souhaiter que tout fonctionne bien. En fait, ça ne fonctionnera pas très bien. Donc, ça, c'est juste une trace d'un historique de convergence de la méthode de Newton avec une méthode comme celle-là. On voit très bien ici que les corrections ont beaucoup de difficultés à diminuer. On va observer un certain nombre de problèmes avec cette formulation-là de chaleur spécifique apparente, des oscillations entre deux résidus, des difficultés à converger, de même qu'on va se rendre compte que dans certains cas, la solidification se passe trop rapidement. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on perdait de la chaleur latente, et ainsi de suite. On peut l'expliquer de différentes façons, mais de façon imagée, je vous dirais, le genre de comportement qu'on va observer. Si on perd de la chaleur latente, c'est comme si un point, un temps n-1 ici, se retrouvait à n+1 de l'autre côté. Et puis, l'équation n'a jamais vu qu'il y avait eu un saut de chaleur latente entre ces deux pas de temps-là. On a complètement oblitéré la chaleur latente de solidification dans ce cas-là. Si on rapetisse les pas de temps, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est Newton va essayer de trouver un point ici, un saut de propriété. Il trouve qu'il y a trop d'énergie libérée. Il va revenir à un autre point, il va remonter, puis là, vous allez trouver un certain nombre de problèmes de convergence qui fait que c'est pas vraiment efficace de faire 25 itérations de Newton pour un petit problème de transfert de chaleur. Donc, on devait trouver une autre solution. Petite recherche en littérature. Et on se dit, bon, ben finalement, la chaleur spécifique fois la température, c'est comme l'enthalpie, et puis on pourrait réécrire l'équation d'énergie d'une autre façon. On pourrait la réécrire, au lieu de l'écrire en termes de température et de chaleur spécifique, on pourrait la réécrire en termes d'enthalpie. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir à travailler avec des fonctions qui sont pratiquement des masses de Dirac,
on a des fonctions continues, des petits sauts de pente, mais quand même des fonctions continues qui devraient être numériquement plus faciles à résoudre. Donc, c'est carrément ce qu'on a fait. On a résolu, on a réécrit nos équations d'énergie sous forme enthalpique. Et puis, on a réécrit notre forme faible sous une forme enthalpique. Bon. C'est là ici où est-ce que vous allez voir un peu un des avantages de travailler en résidu avec une méthode de Newton par rapport à travailler en variable primitive sous une forme où on aurait comme AT est égal à un membre de droite de T. C'est-à-dire qu'ici, en l'écrivant sous forme enthalpique, on n'est plus vraiment capable d'extraire T, Tn-1 pour créer un système linéaire comme on va retrouver dans les livres. La beauté de travailler en résidu, c'est que c'est pas tellement important. On a juste besoin d'être capable de calculer ces termes-là, de les mettre dans le résidu pour être capable de résoudre cette équation-là. Donc, même si une variable est sous forme implicite, on peut travailler avec. On fait ça et on va tester ça sur un problème classique qui ressemble beaucoup date du 19e siècle, de 1800 à quelques. Là. Et en fait, ce problème-là, on va encore travailler avec un problème sur un solide semi-infini. On va autant 0, toute la température en rouge et 0 degrés Celsius. Et soudainement, la température à gauche va chuter autant 0 à moins 45. Vous avez ici un peu un résumé. Moins 45 à gauche, température à l'interface de moins 0,15, donc tout près, tout près de la valeur initiale, on commence déjà à solidifier. Chaleur latente de 70, chaleur spécifique, euro de 1 comme conductivité thermique de 0,8. Si on met ces valeurs-là sur nos graphiques, on se rend compte que ce problème est encore beaucoup plus difficile que les problèmes de solidification d'aluminium qu'on regardait. Regardez ici la courbe de chaleur spécifique. Qu'est-ce que ça vous donne entre 0 et moins 1 degré? Vous avez carrément une masse de Dirac, puis en enthalpie, on a carrément une chute. Donc c'est un problème, c'est un bon problème test pour quiconque veut faire de la solidification. Il faudrait s'assurer. L'idée ici, c'est de s'assurer si on est capable de reproduire, d'avoir des bons résultats sur un problème un peu plus simple qu'un problème de solidification. Et d'autre part, la solution analytique existe aussi dans ce cas-ci. Bon, voici les résultats. Problème unidimensionnel qu'on calcule en 3D, l'évolution sur différents temps. Vous voyez ici le graphique à ce temps-ci à 0,02. Vous voyez la forme de la température, pratiquement linéaire entre 0 et 0,48 et pratiquement aucune diffusion thermique au-delà de 0,48. Tout se passe, le changement de passe, tout se passe juste ce changement d'angle-là. Et il existe plusieurs formes. Première chose, on voit qu'avec la formulation enthalpique, on a quand même réussi à résoudre nos problèmes de convergence, même pour un problème de Stéphane. On converge assez rapidement avec des corrections de 10-4, des corrections sur le résidu de l'ordre de 10.4 aussi. Donc, on est satisfait avec ça. Le graphique ici, en bas à gauche, c'est des températures à 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 et 0.5 secondes. Vous voyez le même pattern qu'on a retrouvé en haut. Les points rouges sont en fait l'intersection, la position de l'interface, donc TF, à chacun des temps. Donc, la valeur de la température à moins 0.15, ce sont les points rouges. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on reporte la position de l'interface sur un graphique de similitude, par exemple, celui-là. Et on a sur l'axe des X le temps, donc point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Position Y, la position de l'interface dans le temps. Et on compare ça avec la solution analytique qui est ici 2 lambda racine
carré de capoté. On voit qu'on est quand même pas mal proche de la solution numérique. Donc, à toute fin pratique, pratiquement sur la solution analytique. Donc, je vous dirais ici qu'on est confiant qu'on peut faire de la solidification. Donc, la partie à gauche, c'est la partie remplissage. On remplit la simulation du remplissage au sujet d'aujourd'hui. On remplit ça en environ 5 secondes. Et à droite, ce qu'on voit, c'est l'évolution de la partie liquide dans le temps au niveau du refroidissement. Donc, on laisse pendant environ une centaine de secondes cette pièce-là dans le moule. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on résout nos équations d'énergie, incluant les termes de solidification. Et ça, ce que vous voyez ici, c'est une espèce d'isovolume de tout ce qui est liquide pendant le refroidissement. Là, la partie qui est intéressante, c'est qu'on va se rendre compte que, par exemple, entre 82 et 86 secondes, on retrouve au centre, juste au-dessus du trou, une région qui est pratiquement, qui est encore liquide, mais qui est carrément isolée de ces réservoirs-là qui devaient servir à alimenter le retrait. Et donc, ce genre de résultat-là nous montre assez facilement la cause des défauts de retrait qu'on avait observés au début. Ces points-là ici, ces villes-là apparaissent parce qu'il y a trop de refroidissement sur le dessus du piston dans ces régions-là. Et ces réservoirs-là n'ont plus de canal liquide pour venir compenser le retrait, d'où la source de ces défauts-là dans la pièce. Bon, ça fait à peu près le tour de ce premier problème-là. Je me rends compte qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. On va essayer d'accélérer un peu. Deuxième problème qu'on va regarder, pas mal plus compliqué, un petit peu plus costaud. On parle de moulage par compression par DLFT. Essentiellement, vous avez une extrudeuse, vous mettez de la résine. Dans l'extrudeuse, l'extrudeur va venir tirer de la fibre de verre, va venir la casser, va venir créer une masse de plastique. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Cette masse de plastique-là va être mise dans un moule par un robot. Donc, un robot qui va prendre la masse de plastique, va mettre ça dans un moule, le moule va se fermer et on va remplir la pièce pour obtenir la pièce finale. On va regarder seulement, nous, la partie au centre, la partie du remplissage. Donc, on va pas vraiment... C'est la partie qui intéresse les industriels, c'est à la fin, est-ce que la pièce ressemble, est-ce que la pièce qui est produite est au cote. Nous, aujourd'hui, on va regarder seulement la formulation pour le remplissage. Je vais vous montrer quand même des résultats à droite. Donc, l'ensemble d'équations que j'ai présentées au début, conservation de la masse, énergie, ainsi de suite. Sous forme d'équations, c'est ça que ça donne. Donc, on les a déjà regardés au début. Déformation des mariages, conservation de la masse, quantité de mouvement, une équation d'évolution de l'orientation des fibres, on va y revenir pour son énergie, transfert, surface libre. Dans cette équation-ci, précédemment, vous voyez une évolution de l'équation des fibres, DAIJ, ainsi de suite, ce grade de U, DAIJ, IK, bon, ainsi de suite. Vous voyez tout ça. La variable AIJ, c'est ce qu'on appelle un tenseur d'orientation. Donc, on prend un volume élémentaire représentatif et on fait, pour chacun des fibres, on les considère comme des petits bâtonnets. Sur chacun de ces bâtonnets-là, on considère que l'axe du bâtonnet est un vecteur. On fait une statistique sur les orientations et on en déduit statistiquement un tenseur qu'on appelle le tenseur d'orientation qui représente la probabilité qu'une fibre soit alignée, qu'une fibre selon un axe soit orientée selon un autre axe. Donc, si on a, par exemple, la première image, un cube avec des fibres orientées dans toutes les directions aléatoires, et bien, on va avoir un tenseur d'orientation qui va être orienté un tiers, complètement aléatoire. Si on avait des fibres seulement orientées dans le plan, donc aucune orientation, toujours zéro en direction Z, et bien, on aurait quelque chose qui serait aléatoire dans le plan, une demi-zéro. Si on avait des fibres parfaitement orientées tous le long de l'axe des X, puis on regarde en X, on a un tenseur d'orientation qui serait 1, 0, 0. Ce tenseur a quelques propriétés intéressantes.
il est symétrique, c'est défini positif. Et la trace de ce tenseur-là doit toujours être 1 parce que c'est une probabilité et on ne peut pas être en bas de 100%. Donc ça, c'est ça. Parmi les premiers modèles d'orientation de fibre, on a ici le modèle de Fogger-Tucker. Cette équation différentielle-là qui dicte comment, dans un écoulement donné, l'orientation des fibres va varier. Donc, ça, c'est comme la loi qui va dire ces fibres-là, sous un champ d'écoulement, comment ils vont se réorganiser. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est une charge. On l'a pris expérimentalement, on l'a mesuré. Ça, c'est une image de tomographie. On a coupé ici. On a mesuré l'orientation dans cette coupe-là. Ça nous a donné des conditions initiales. Donc, ce qu'on voit en haut, c'est l'évolution de l'orientation des fibres en X, en Y et en Z. Donc, X, X, Y, Y, Z, Z. On n'a pas illustré les termes couplés. Ce que je veux apporter ici, c'est ce que vous voyez, c'est il y a tellement de fibres dans ces matériaux-là, on parle de 40% de fibres dans ces matériaux-là, que c'est impossible que les fibres soient tous totalement orientés dans une même direction. Donc, le scénario où A11, A22 ou A33 soit 0 est pratiquement impossible. Donc, on peut considérer le tenseur AIJ comme étant un tenseur symétrique défini positif. L'autre chose que je veux vous faire remarquer, c'est la nature non linéaire de ces équations-là. Donc, on peut voir, entre autres, le terme ici, AIJ-KL, qui est souvent approximé, tout le temps pratiquement approximé AIJ-AKL. Donc, on a un terme ici qui est d'ordre quantique. On aura aussi, si on utilise un modèle de Koch qui est spécifique pour les matériaux avec des fibres longues comme celle-là, des termes sources vraiment méchants. Pensez ici, si vous regardez le DR qu'il y a là, donc on a un AIJKL qui est d'ordre quadratique. On a aussi ce DR-là où on a un autre terme cubique ici. Donc, on est vraiment dans de la non-linéarité très, très intense. Et donc, c'est des équations qui sont très difficiles à résoudre de façon classique. Donc, la première chose qu'on a faite, on a utilisé la méthode des éléments finis encore. On utilise des méthodes stabilisées pour les termes de convection. Donc, on fait du Galerkin moindre carré. Autant pour la quantité de masse, l'équation d'énergie, l'orientation des fibres aussi, les courbes de niveau. On utilise encore nos jacobiens numériques, nos méthodes itération de résolution de notre intégration en temps. Et on est capable de faire un certain nombre de calculs. Donc ça, c'est un exemple où on a été capable de résoudre ces équations-là et on est capable de calculer les orientations des fibres en X ou en Y sur une pièce relativement simple. On est capable de faire des coupes. Donc ce que vous voyez ici, c'est une représentation à l'aide de glyphes des axes principaux de ce tenseur-là. Donc, vous voyez qu'en surface, il y a une certaine orientation qui est privilégiée. Vous voyez que sur l'angle, tel que prévu dans la théorie, on a quelque chose de plus isotrope. Et vous voyez ici les mesures expérimentales. Le problème qu'on a, c'est que cette formulation-là est pas tellement robuste. Quand on résout ça, on arrive rapidement à des problèmes. On perd le fait que la trace de ce tenseur-là doit être à 1. Donc, on doit renormaliser ce tenseur-là. Et même pire que ça, à un certain moment donné, on va arriver à des situations où des valeurs négatives vont apparaître sur les diagonales. Et ça fait vraiment cracher. Ça fait vraiment cracher toute la physique. C'est comme d'avoir une viscosité négative ou avoir une conductivité thermique négative. C'est vraiment pas bon. Donc, les formulations sont faites un bête SUPG sur ces équations-là. On se rend compte que dès qu'on arrive avec des problèmes un peu complexes, des changements de direction, et ainsi de suite, ça fonctionne pas bien.
Et on a essayé plusieurs choses, incluant des Runskutta d'ordre 4 pour essayer d'améliorer ça. Ça ne fonctionnait pas. Et donc, on est arrivé à un moment donné à découvrir que des gens dans le domaine de la viscoélasticité avaient développé, publié une formulation pour la résolution des tenseurs de viscoélasticité sous une forme logarithmique. Donc, je vais vous faire un peu un résumé de cette formulation logarithmique-là. L'idée, c'est de dire, si je prends un tenseur symétrique défini positif, je peux le réécrire sous une forme diagonale le long des axes principaux de ce tenseur-là. Et je suis ensuite capable de calculer le logarithme exponentiel de ce tenseur-là. L'avantage de prendre le logarithme de ce tenseur-là, si on l'a diagonalisé et qu'on se dit que les valeurs propres doivent être toujours positives, en prenant le logarithme, on force le calcul dans le demi-plan positif. C'est-à-dire que jamais, quand on va faire la transformée inverse, on va récupérer de valeurs propres négatives sur notre variable originale. Donc, l'idée, c'est la suivante, c'est qu'on prend notre tenseur, on le diagonalise selon des valeurs propres. Donc, on a les lambda 1, lambda 2, lambda 3. On sait que nos lambda i sont toujours plus grands que 0, donc on peut prendre le logarithme. Et on prend maintenant nos équations constitutives originales et on les réécrit le long des axes principaux. Donc, on obtient une équation tensorielle en S au lieu d'en A. Et maintenant, on a une façon de calculer nos orientations des fibres qui est beaucoup plus robuste, qui ne va pas nous faire perdre le caractère défini positif de nos équations pendant le calcul. Donc, ça, c'est le résumé. La seule différence ici, c'est qu'on calcule en S et puis qu'à la fin, les tenseurs d'orientation, on les récupère avec les exponentielles sur les diagonales. On va aller aux exemples. Donc, le premier exemple, c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on résout en 3D. Donc, on résout toutes les équations. Ça vous donne une idée de la complexité de genre de pièces qu'on fait. Angle droit, des changements de direction, ainsi de suite. On est capable de calculer les températures, les pressions, tout va bien. On utilise encore notre GGLS plus SUPG. On peut voir le type de gradient de température aux interfaces qu'on obtient, quand même des couches limites thermiques très minces. Donc, la méthodologie que je vais vous présenter est en mesure de capturer ces physiques-là. Et on est capable de prédire nos orientations partout dans la pièce. Donc, et que au centre, on a des orientations qui sont comme radiales, c'est à cause que l'écoulement radial a forcé une orientation privilégiée des fibres le long de ces lignes d'écoulement-là. La même chose le long des parois, on a des orientations qui sont pratiquement verticales. Les derniers points à se remplir ici à la fin, où est-ce qu'on a une espèce d'écoulement fontaine ou élongationnel, c'est où on récupère plus des orientations dans toutes les directions, donc plus isotrope, disons. Ces cartes d'orientation-là, après ça, on s'en sert pour faire la mécanique des solides. Donc, très rapidement, c'est des inputs sur les propriétés mécaniques. Donc c'est avec ces propriétés-là qu'on va venir calculer, par exemple, les tenseurs de rigidité complets. Et on est capable, après ça, de faire des calculs de gauchissement, de retrait, incluant la présence des fibres. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est des prédictions de la forme finale d'une pièce comme celle-là après le refroidissement et l'éjection du poids. Donc, c'est augmenté par un facteur 5. Ben, vous voyez quand même des formations importantes par rapport aux conditions nominales. Et c'est ça, c'est le genre d'information qui est d'intérêt pour les compagnies. Donc, ça, c'est en gros mon résumé. Donc, j'espère que vous avez compris que, bon, parmi les défis qu'on a, des gros maillages, on parle de millions, de dizaines de millions d'éléments. Donc, le calcul parallèle, je pense, c'est un élément important.
peut-être pas capable de mettre autant d'éléments qu'on veut dans les couches limites. Et si on n'est pas capable de bien capturer la physique parce qu'on n'a pas assez d'éléments, ça va donner lieu à des oscillations dans les solutions. Donc, on peut corriger ça avec des méthodes de stabilisation. Parmi les choses que je veux porter à votre attention, c'est les équations différentielles sur certains modèles qu'on va retrouver dans la littérature ont été développés pour décrire une physique, ne sont pas nécessairement adaptés à la résolution numérique. Donc, il faut parfois les changer les formulations pour qu'ils soient plus appropriés à la solution numérique. Et en gros, c'est ça. Je vous dirais vérification, validation aussi, c'est une étape importante dans la production de résultats de simulation de qualité. Et c'est à 1 heure, donc je vais arrêter tout de suite. Si vous avez des questions, je suis là.